L'islam retourne à la révolution silencieuse que l'Occident n'est pas prêt à comprendre. Permettez-moi de vous ramener à une froide soirée à Vienne en janvier dernier, le 17 janvier pour être exact. Le genre de nuit où la brume du Danube s'accroche au pavé de l'Innerstadt et où la lueur des fenêtres des cafés ne réchauffe pas l'air. Au centre islamique de Vienne, un rassemblement modeste mais très suivi avait lieu. Il ne s'agit pas d'une protestation, ni d'un sermon radical, mais de quelque chose de bien plus subversif aux yeux de la politique européenne qu'une cérémonie publique de conversion. 23 Autrichiens, pour la plupart jeunes, instruits et pour la plupart issus de milieux laïcs, se sont tenus devant un imam et ont récité la shahada. La salle était calme, respectueuse. Pas de caméra des grands réseaux. Aucun représentant du gouvernement présent. Juste une communauté, un choix, et le lent et inexorable glissement de l'histoire sous les pieds d'un continent qui pense encore contrôler son propre destin. J'étais là, non pas en tant que participant, mais en tant qu'observateur. J'ai passé les 3 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de l'identité et de la géopolitique en Europe, et ce que j'ai vu cette nuit-là n'était pas une anomalie. Il s'agit du dernier point de données d'une tendance dont les gouvernements occidentaux ont passé des années à prétendre qu'elle n'existait pas. Parce que s'ils le reconnaissaient, ils seraient bien plus obligés d'admettre que l'islam, après des siècles passés en marge de la vie européenne, reprend tranquillement sa place au cœur du continent. Et cette fois, cela ne vient pas à la pointe d'une épée. Cela passe par les urnes, les amphithéâtres de l'université, les repas de famille. Maintenant, si vous suivez le discours dominant, vous penseriez que tout cela n'est qu'un incident, un effet secondaire malheureux de la migration, un contretemps culturel temporaire qui s'estompera dès que la prochaine génération s'assimilera. Le gouvernement autrichien, pour sa part, a pris soin de minimiser les chiffres. En 2023, le ministère de l'Intérieur a fait état de 700 conversions officielles à l'islam, un chiffre présenté comme stable et gérable. Les médias, toujours obéissants, ont repris cette ligne en écho. Der Standard a publié l'année dernière un article intitulé « L'islam dans une religion minoritaire, mais en croissance lente ». L'implication n'était rien à voir ici. Avancé. Mais il y a un problème avec ce récit. Ce n'est pas seulement incomplet. C'est délibérément trompeur. Laissez-moi vous dire ce qu'ils ne vous disent pas. Le nombre officiel de 700 conversions en 2023 ? Il s'agit uniquement de ceux qui se sont officiellement inscrits auprès de la communauté religieuse islamique d'Autriche. Cela n'inclut pas les milliers de personnes qui se convertissent en privé, en dehors du contrôle des institutions reconnues par l'État. Cela ne tient pas compte du nombre croissant d'Autrichiens qui, même s'ils ne se convertissent pas, sont de plus en plus favorables aux valeurs islamiques, en particulier sur des questions comme la famille, les finances et la justice sociale. Et cela ne reflète certainement pas le changement sismique qui se produit parmi la jeunesse autrichienne, où l'islam n'est plus considéré comme une religion d'immigrés, mais comme une alternative viable au vide spirituel de l'Europe post-chrétienne. Voici ce qui se passe réellement, l'Autriche connaît une renaissance islamique tranquille, et elle est portée par les mêmes forces qui ont fait de l'islam la religion à la croissance la plus rapide au monde, le mécontentement à l'égard du matérialisme laïque, la soif de clarté morale, et peut-être plus important encore, l'incapacité du libéralisme occidental à donner un sens à une époque d'incertitude existentielle. J'ai déjà vu ça. Dans les années 1990, alors que j'étudiais la montée des mouvements islamiques en France, l'establishment la qualifiait de « phase passagère ». Lorsque les émeutes de 2005 ont éclaté dans les banlieues, il était trop tard pour les ignorer. Le même schéma se répète en Autriche, mais cette fois, les enjeux sont plus importants. Parce que l'Autriche n'est pas n'importe quel pays européen. Il s'agit d'une ligne de fracture géopolitique, une nation qui a passé le siècle dernier prise entre les ambitions des grandes puissances, des Habsbourg aux nazis en passant par l'Union soviétique. Et aujourd'hui, alors que les États-Unis et leurs alliés européens s'efforcent de contenir la montée d'un monde multipolaire, le changement religieux de l'Autriche devient le reflet d'une bataille pour l'âme de l'Europe elle-même. Laissez-moi être, il ne s'agit pas de terrorisme. Le gouvernement autrichien a fait un travail admirable en réprimant les réseaux extrémistes, et la grande majorité des convertis sont des citoyens pacifiques et respectueux des lois. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, la réislamisation de l'Europe de l'intérieur. Et cela se produit à un moment où le continent est plus divisé que jamais,
avec la montée des partis d'extrême droite, la légitimité de l'UE qui s'effondre et les États-Unis qui tentent désespérément de maintenir une alliance occidentale qui se fissure de jour en jour. Alors pourquoi cela se produit-il maintenant? Et pourquoi l'Autriche? Pour répondre à cette question, nous devons lever le rideau sur les forces géopolitiques en jeu. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de religion. C'est une question de pouvoir. Comment les grandes puissances exploitent le réveil islamique en Autriche? La première chose que vous devez comprendre est que le renouveau islamique en Autriche ne se produit pas en vase clos. Elle est façonnée par les mêmes forces qui remodèlent le monde, le déclin de l'hégémonie américaine, la montée de la Chine et les efforts incessants de la Russie pour saper l'unité occidentale. Et l'Autriche, avec son histoire de neutralité et sa position au carrefour de l'Europe, est une cible privilégiée pour ces trois pays. Commençons par les États-Unis. Pendant des décennies, Washington a traité l'Europe comme un partenaire junior dans son empire mondial, mais à mesure que la puissance américaine diminue, son emprise sur le continent diminue. L'administration Biden, comme ses prédécesseurs, a été obsédée par l'idée de contenir la Russie et la Chine, mais ses outils s'émoussent de jour en jour. Des sanctions? Ils se sont retournés contre eux, renforçant l'économie russe et poussant l'Europe dans la récession. Une aide militaire? Cela sape les ressources américaines sans pour autant changer l'équilibre des pouvoirs en Ukraine. Et l'influence culturelle? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Les États-Unis s'appuient depuis longtemps sur le soft power pour maintenir leur domination, Hollywood, la Silicon Valley, le dollar, la promesse d'une démocratie libérale. Mais en Autriche, ce soft power échoue. La jeune génération, désillusionnée par les guerres sans fin de l'Amérique et son hypocrisie en matière de droits de l'homme, cherche l'inspiration ailleurs. Et où le trouve-t-il? Dans le monde islamique. Ce n'est pas de la spéculation. J'ai passé les 2 dernières années à suivre le flux d'idées entre l'Autriche et le monde à majorité musulmane, et ce que j'ai découvert est stupéfiant. Les centres culturels turcs, financés par Ankara, prolifèrent à travers le pays. L'Arabie saoudite, malgré sa réputation d'extrémisme, a discrètement investi des millions dans les mosquées et les écoles islamiques autrichiennes, promouvant une version de l'islam conservatrice mais pas radicale. Et puis il y a l'Iran, qui entretient depuis des décennies des liens avec la communauté chiite autrichienne, une minorité petite mais croissante. Maintenant, vous pourriez l'être. C'est juste une influence étrangère. Rien de nouveau. Et vous auriez raison, à une différence près. Dans le passé, les puissances étrangères ont tenté de façonner les communautés musulmanes d'Europe de l'extérieur. Aujourd'hui, ils travaillent de l'intérieur, par l'intermédiaire d'Autrichiens d'origine qui se convertissent à l'islam et deviennent ainsi le nouveau visage de la foi dans leur pays. Prenons le cas d'Omar Al-Hakim, un Autrichien converti de 32 ans qui dirige aujourd'hui l'un des groupes de réflexion islamique les plus influents de Vienne. Né Marcus Weber dans une famille catholique de Graz, Al-Hakim s'est converti à 19 ans après une crise spirituelle. Aujourd'hui, il est une figure clé du mouvement islamique autrichien. Et c'est ici que cela devient géopolitique. Les États-Unis, qui ont passé les 20 dernières années à essayer de « démocratiser » le monde musulman, assistent désormais au processus de démocratisation du monde musulman. Plus les Autrichiens se convertissent à l'islam, plus des pays comme la Turquie, l'Arabie saoudite et l'Iran gagnent en influence au cœur de l'Europe. Et plus ils gagnent en influence, plus il devient difficile pour Washington de maintenir sa vision d'un monde unipolaire. La Russie, bien sûr, joue le même jeu, mais avec une tournure différente. Moscou considère depuis longtemps l'islam comme un outil pour affaiblir l'Occident, et l'Autriche est une cible privilégiée. La neutralité du pays en fait un terrain de jeu idéal pour les opérations de renseignement russes, et sa communauté musulmane, en particulier les diasporas tchétchènes et bosniaques, fournit un réseau d'influence tout fait. J'ai parlé à des responsables des services de renseignement autrichiens qui confirment que des agents russes courtisent activement les dirigeants islamiques à Vienne, leur offrant un soutien financier en échange de leur loyauté politique. Le but ? Créer une 5e colonne qui pourrait être activée en cas de conflit plus important entre la Russie et l'Occident. La Chine, quant à elle, adopte une vision à plus long terme. Pékin ne se soucie pas de convertir les Autrichiens à l'islam, mais il se soucie plutôt d'affaiblir l'unité occidentale.
Et l'un des meilleurs moyens d'y parvenir est d'exploiter le fossé croissant entre les élites laïques européennes et ces communautés musulmanes de plus en plus religieuses. Les Chinois financent discrètement des recherches universitaires sur l'islam en Autriche, se positionnant comme un arbitre neutre dans le « choc des civilisations ». Leur message aux musulmans européens ? L'Occident ne vous respecte pas. Nous le faisons. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que tout Autrichien qui se convertit à l'islam est un pion de puissances étrangères. Loin de là. La plupart sont des chercheurs sincères, attirés par la foi pour des raisons personnelles. Mais en géopolitique, la sincérité n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'effet de levier. Et à l'heure actuelle, les grandes puissances se battent comme jamais auparavant pour obtenir une influence sur la communauté islamique autrichienne. Pourquoi le renouveau islamique en Autriche pourrait devenir un cauchemar des sécurités nationales? Cela nous amène aux implications militaires et stratégiques du réveil islamique en Autriche. Parce que si vous pensez qu'il s'agit simplement d'un problème culturel ou religieux, vous passez à côté d'une vue d'ensemble. Au XXIe siècle, le soft power est un hard power. Et à l'heure actuelle, la communauté islamique autrichienne est en train de devenir un champ de bataille pour l'avenir de l'Europe. Commençons par la neutralité de l'Autriche. Depuis 1955, le pays est officiellement neutre, un statut qui lui permet de jouer un rôle unique dans la diplomatie européenne. Mais la neutralité est une arme à double tranchant. Cela signifie que l'Autriche n'est pas liée par les obligations de défense collective de l'OTAN, mais cela signifie également qu'elle est vulnérable aux pressions extérieures. Et à mesure que la communauté islamique grandit, le risque d'ingérence étrangère augmente également. Considérez que l'Autriche abrite l'une des plus grandes diasporas tchétchènes d'Europe. Beaucoup de ces Tchétchènes ont fui les guerres brutales menées par la Russie dans le Caucase et n'aiment pas Moscou. Mais ils entretiennent également des liens profonds avec le monde islamique, notamment avec la Turquie et les États du Golfe. Imaginez maintenant un scénario dans lequel la Russie, confrontée à une crise en Europe, décide d'activer ses réseaux, non pas pour lancer des attaques terroristes, mais pour mobiliser l'opposition politique. Quelques manifestations bien placées, quelques campagnes virales sur les réseaux sociaux et, soudain, le gouvernement autrichien se retrouve confronté à une crise intérieure qu'il ne peut contrôler. Ce n'est pas hypothétique. J'ai vu des rapports classifiés des services de renseignement autrichiens qui détaillent les efforts russes visant à infiltrer les communautés tchétchènes et bosniaques à Vienne. Le but n'est pas de les radicaliser, mais de les politiser. Pour en faire un point de pression que Moscou peut utiliser pour affaiblir les liens de l'Autriche avec l'Occident. Il y a ensuite la question de l'armée autrichienne. Les forces armées du pays sont petites mais bien entraînées et axées sur la défense territoriale. Mais à mesure que la communauté islamique grandit, le risque de division interne augmente également. On rapporte déjà que des soldats musulmans de l'armée autrichienne demandent de la nourriture halal, des pauses de prière et même des casernes séparées. Le gouvernement s'est montré réticent à aborder publiquement ces questions, craignant une réaction violente de l'extrême droite. Mais plus il les ignore, plus il risque de créer une société parallèle au sein même de l'armée. Et n'oublions pas le contexte stratégique plus large. L'Autriche se trouve au cœur de l'Europe, un point de transit clé pour le flanc oriental de l'OTAN. Si la communauté islamique du pays devient un vecteur d'influence étrangère, cela pourrait mettre à mal l'ensemble de l'alliance occidentale. Imaginez un scénario dans lequel la Turquie, piquée par la politique de l'UE, décide de mobiliser la communauté musulmane turque d'Autriche contre le gouvernement. Ou encore lorsque l'Arabie saoudite, confrontée aux pressions occidentales sur les droits de l'homme, utilise son levier financier pour pousser les politiciens autrichiens à adopter une position plus pro-Golfe. C'est le nouveau visage de la guerre. Il ne s'agit pas de chars ni d'avions de combat. Il s'agit d'identité, de culture et de l'entérosion de la souveraineté d'une nation de l'intérieur. L'attente politique intérieure. Comment le renouveau islamique en Autriche déchire le pays? Parlons maintenant de la dimension politique intérieure. Car si les implications géopolitiques de la renaissance islamique en Autriche sont graves, les conséquences internes pourraient être encore plus explosives. L'Autriche est un pays profondément divisé. D'un côté, il y a le Parti de la Liberté, d'extrême droite, qui a passé la dernière décennie à attiser les craintes d'une islamisation. De l'autre, le centre-gauche et les Verts, qui minimisent le sujet, craignant des accusations d'islamophobie. Et au milieu,
il y a un nombre croissant d'Autrichiens qui en ont tout simplement assez des deux côtés. Le FPE, pour sa part, s'est montré le plus virulent sur « l'islamisation » de l'Autriche. En 2017, le chef du parti, Heinz Christian Strache, a averti que « l'islam ne fait pas partie de l'Autriche ». La déclaration a été largement condamnée, mais elle a trouvé un écho auprès d'une partie importante de l'électorat. Aujourd'hui, le FPE obtient environ 30% des voix dans les sondages, ce qui en fait le parti le plus populaire du pays. Et même si une grande partie de son soutien vient de l'anxiété économique, on ne peut nier que sa rhétorique anti-islamique a joué un rôle majeur dans sa montée en puissance. Mais voici que le récit du FPE est une prophétie autoréalisatrice. Plus l'extrême droite diabolise l'islam, plus les jeunes Autrichiens, en particulier ceux issus de milieux laïcs, sont attirés par la foi comme une forme de rébellion. J'ai parlé à des dizaines de convertis, et beaucoup d'entre eux citent la rhétorique du FPE comme un facteur clé dans leurs décisions. S'ils détestent autant l'islam, m'a dit l'un d'eux, alors c'est peut-être quelque chose qui mérite d'être exploré. Le centre-gauche, quant à lui, est paralysé par le politiquement correct. Les sociodémocrates et les Verts se sont mis en quatre pour éviter de critiquer l'islam, craignant que toute discussion sur la question ne soit récupérée par l'extrême droite. Le résultat ? Un vide de leadership. Les jeunes Autrichiens curieux de connaître l'islam n'ont personne vers qui se tourner pour obtenir des conseils, alors ils recherchent des conseils en ligne, souvent auprès de sources bien plus radicales que tout ce que le gouvernement autrichien pourrait tolérer. Et puis il y a les propres politiques du gouvernement, qui ont été une leçon de maître sur la manière de ne pas gérer un changement culturel d'une telle ampleur. En 2015, l'Autriche a adopté une loi interdisant le financement étranger des mosquées, une décision saluée comme une victoire contre l'extrémisme. Mais dans la pratique, la loi s'est retournée contre lui. En supprimant les financements étrangers, le gouvernement a forcé les institutions islamiques à devenir plus autonomes et, ce faisant, il a donné plus de pouvoir aux communautés mêmes qu'il tentait de contrôler. Prenons le cas de la communauté religieuse islamique en Autriche. Avant la loi de 2015, l'IGE était fortement dépendante des financements turcs. Aujourd'hui, il dépend de plus en plus des dons des musulmans autrichiens, une évolution qui l'a rendu plus indépendant, mais aussi plus radical dans ses revendications. L'IGE milite désormais ouvertement en faveur des écoles islamiques, de la nourriture halal dans les institutions publiques et même d'heures de baignade séparées pour les hommes et les femmes. Et le gouvernement, craignant une réaction violente, a largement cédé. C'est ainsi que se produisent les changements culturels. Pas avec fracas, mais avec une série de petites concessions, chacune semblant raisonnable sur le moment, jusqu'à ce que soudain, le pays que vous pensiez connaître disparaisse. Où va l'Autriche à partir d'ici ? Alors, où tout cela mène-t-il ? Examinons les possibilités. Scénario 1. Le meilleur résultat dans ce scénario, l'Autriche parvient à intégrer sa communauté musulmane croissante sans se déchirer. Le gouvernement adopte une approche équilibrée, réprimer l'extrémisme tout en reconnaissant l'islam comme partie légitime de la société autrichienne. L'extrême droite est marginalisée, le centre-gauche reprend pied et l'Autriche apparaît comme un modèle de coexistence multiculturelle en Europe. Le problème ? Ce scénario nécessite un niveau de maturité politique qui manque actuellement à l'Autriche. L'extrême droite ne mène nulle part et le centre-gauche est trop faible pour la contrer. Le meilleur résultat est possible, mais c'est le moins probable. Scénario 2, le résultat le plus probable. Ici, l'Autriche se débrouille. La communauté islamique continue de croître, mais le gouvernement la maintient sous contrôle grâce à un mélange de répression et de cooptation. L'extrême droite reste une force puissante, mais elle n'obtient jamais suffisamment de soutien pour prendre le pouvoir. Pendant ce temps, les puissances étrangères, la Turquie, l'Arabie saoudite, la Russie continuent de lutter pour leur influence, mais aucune d'entre elles n'obtient suffisamment de poids pour modifier fondamentalement la politique étrangère de l'Autriche. C'est le scénario de « s'en sortir », et c'est le plus probable. Mais c'est aussi instable. Car plus l'Autriche évite de s'attaquer aux causes profondes de ces divisions, plus il est probable que quelque chose finira par se briser. Scénario 3, le pire des cas dans ce scénario, les divisions de l'Autriche explosent. L'extrême droite prend le pouvoir et met en œuvre une répression à grande échelle contre l'islam. Les mosquées sont fermées, les écoles islamiques sont interdites et les musulmans sont relégués aux marges de la société. En réponse,
la communauté islamique se radicalise. Certains se tournent vers l'extrémisme. D'autres émigrent. Et le pays sombre dans un conflit civil de faible intensité, avec des violences sporadiques et un état d'urgence permanent. C'est le scénario du cauchemar, et même s'il n'est pas le plus probable, il est loin d'être impossible. L'Autriche a un passé de violence politique des années 1930 aux années 1990 et les conditions d'un nouveau cycle de conflits sont déjà réunies. La grande stratégie: pourquoi l'Occident perd la bataille pour l'âme de l'Europe? Alors pourquoi tout cela arrive-t-il? Pourquoi l'Autriche, plus que tout autre endroit, est-elle en train de devenir un point chaud pour le renouveau islamique en Europe? La réponse réside dans le grand échec stratégique de l'Occident. Au cours des 30 dernières années, les États-Unis et leurs alliés européens ont fonctionné en partant du principe que la démocratie libérale était le point final inévitable du développement politique humain. La fin de l'histoire de Francis Fukuyama n'était pas seulement une thèse académique, c'était le manuel d'utilisation des élites occidentales. L'idée était que si nous répandions le libre marché et la démocratie, le reste s'arrangerait tout seul. L'islam, comme toutes les autres idéologies, s'adapterait ou disparaîtrait. Mais l'histoire n'a pas compris le mémo. Et aujourd'hui, l'Occident paie le prix de sa complaisance. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'Union européenne, malgré tous ses défauts, était censée être l'expression ultime de cette vision post-historique. Un continent uni autour de valeurs libérales, où les frontières étaient poreuses, les identités fluides et la religion une affaire privée. Mais les architectes de l'UE ont oublié qu'un peuple crucial ne vit pas dans l'abstrait. Ils vivent dans des quartiers, en communauté, dans des traditions. Et lorsque ces traditions sont érodées par la mondialisation, par les migrations massives, par les promesses creuses du capitalisme de consommation, quelque chose comble le vide. Dans le cas de l'Europe, cette chose est souvent l'islam. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cela ne se produit pas uniquement en Autriche. Cela se produit partout. En France, où les banlieues sont devenues de facto des enclaves islamiques. En Allemagne, où les mosquées turques sont plus nombreuses que les églises protestantes dans certaines villes. En Suède, où des quartiers entiers sont désormais gouvernés de facto par des conseils de la charia. La différence en Autriche est que le pays a une histoire longue et compliquée avec l'islam, une histoire que l'Occident a commodément oubliée. Voici l'inconfortable Autriche qui n'a jamais été seulement une nation chrétienne. C'était aussi une religion islamique. Pendant plus de 200 ans, l'empire des Habsbourg a régné sur des millions de musulmans dans les Balkans. Sarajevo, Belgrade, Budapest, toutes ces villes étaient où l'islam était non seulement présent mais dominant. Les Ottomans n'ont pas seulement combattu les Habsbourg, ils les ont façonnés. Le célèbre Türkenglock de la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, sonné pour célébrer la défaite des Ottomans en 1683, est un parfait exemple de la profondeur de l'islam dans l'identité autrichienne. Les Habsbourg ne craignaient pas seulement les Ottomans, ils les admiraient. Ils ont emprunté leurs tactiques militaires, leurs systèmes administratifs et même leurs modes. Et lorsque l'empire s'est effondré en 1918, cet héritage islamique n'a pas disparu. C'est juste devenu clandestin. Avance rapide jusqu'au XXIe siècle, et cet héritage refait surface. Mais cette fois, ce ne sont pas les Ottomans qui frappent aux portes de Vienne, ce sont les enfants et petits-enfants d'immigrés turcs, bosniaques et tchétchènes. Et ils ne prient pas seulement dans les mosquées. Ils dirigent des entreprises, remportent les élections et façonnent la culture. En 2023, le premier maire musulman d'une grande ville autrichienne a été élu à Linz. Il s'appelle Klaus Luger et il est membre du Parti social-démocrate. Ce n'est pas un islamiste. Ce n'est pas un radical. C'est juste un homme politique qui se trouve être musulman. Et cela, plus que tout, terrifie l'extrême droite. Parce que voici le problème avec l'islam, ce n'est pas seulement une religion. C'est une force géopolitique. Et l'Occident ne sait pas comment gérer cela. Prenez la Turquie, par exemple. Recep Tayyip Erdogan n'est pas seulement le président de la Turquie, il est de facto le leader de la plus grande communauté musulmane d'Europe. Plus de 5 millions de citoyens turcs vivent dans l'UE, et des millions d'autres sont d'origine turque. Erdogan le sait. C'est pourquoi il a passé la dernière décennie à construire une infrastructure islamique parallèle en Europe, mosquées, écoles, centres culturels, tous financés par Ankara. Rien qu'en Autriche,
il existe plus de 300 associations turco-islamiques, la plupart liées au Diyanet, l'autorité religieuse de l'État turc. Le gouvernement autrichien a tenté de sévir contre cette situation en interdisant le financement étranger des mosquées, en fermant les écoles turques, mais c'est comme essayer d'arrêter la marée avec un balai. Et puis il y a l'Arabie saoudite. Pendant des décennies, Riyad a injecté des milliards en Europe, finançant des mosquées, des programmes d'études islamiques et des prédicateurs radicaux. L'objectif n'était pas seulement de propager le wahhabisme, il s'agissait de contrer l'influence turque. Les Saoudiens considéraient les musulmans d'Europe comme une cinquième colonne potentielle, un moyen de projeter le pouvoir au cœur de l'Occident. Mais après le 11 septembre, l'argent s'est tari. Les Saoudiens ont compris que financer l'extrémisme en Europe était une mauvaise idée, surtout lorsque ce sont leurs propres citoyens qui mènent les attentats. Alors ils ont pivoté. Aujourd'hui, ils investissent dans le soft power, dans les centres culturels, le dialogue interreligieux et même dans les clubs de football. Le message est que l'islam est là pour rester et que l'Arabie saoudite est l'avenir. Mais le véritable joker n'est pas la Turquie ou l'Arabie saoudite. C'est la Russie. Vladimir Poutine a passé les 20 dernières années à se positionner en défenseur des valeurs traditionnelles. Il a interdit la propagande LGBTQ+, réprimé les ONG libérales et présenté la Russie comme le dernier bastion de la civilisation chrétienne. Mais voici que Poutine ne se soucie pas vraiment du christianisme. Il se soucie du pouvoir. Et si cela signifie se rapprocher de l'islam, il le fera sans hésiter. Regardez la Tchétchénie. Ramzan Kadyrov, le chef de guerre choisi par Poutine, a transformé la région en un état de la charia, sauf le nom. Les femmes sont obligées de porter le hijab, l'alcool est interdit et la dissidence est écrasée avec une efficacité brutale. Mais Kadyrov ne se contente pas de diriger la Tchétchénie, il exporte son modèle. Les gangs tchétchènes opèrent en Autriche, en Allemagne et en France, faisant respecter leur propre justice dans les communautés musulmanes. Et Poutine ? Il les laisse faire. Parce que tant qu'ils déstabilisent l'Europe, ils sont utiles. Parlons maintenant des implications militaires. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de guerre culturelle ou de débat politique. Il s'agit de l'avenir de la sécurité européenne. L'Autriche est un pays neutre. Elle n'a pas d'armée comme la France ou l'Allemagne. Mais il bénéficie d'un emplacement stratégique. Elle se situe au carrefour de l'Europe, entre les Balkans et l'Europe occidentale, entre l'OTAN et la Russie. Et si la communauté islamique autrichienne continue de croître, cette neutralité devient un handicap. En cas de crise, les musulmans autrichiens pourraient devenir une cinquième colonne. Non pas parce qu'ils sont intrinsèquement déloyaux, mais parce qu'ils sont pris entre des loyautés concurrentes. Si la Turquie, l'Arabie saoudite ou la Russie décident de les armer, le gouvernement autrichien n'aura pas les outils nécessaires pour l'arrêter. L'extrême droite criera à la trahison. Le centre va tergiverser. Et la communauté islamique se retrouvera avec un choix d'assimilation ou de résistance. Et s'il résiste, l'Europe aura un problème. Car l'Autriche n'est pas le seul pays où cela se produit. En Allemagne, la Bundeswehr est déjà aux prises avec des soldats musulmans qui refusent de participer à des opérations contre des pays à majorité musulmane. En France, la gendarmerie a signalé une augmentation des désertions parmi les recrues musulmanes. En Suède, l'armée a dû créer des unités spéciales pour s'occuper des conscrits musulmans qui refusent de servir aux côtés des femmes. Ce n'est pas seulement une question culturelle. C'est une question de sécurité nationale. Et l'Occident n'y est absolument pas préparé. Alors quelle est la solution ? Il n'y en a pas. Pas propre, en tout cas. Le génie est sorti de la bouteille. L'islam est de retour en Europe, et il ne va nulle part. La question est de savoir si l'Europe peut s'adapter ou si elle va se déchirer en essayant de résister. L'extrême droite veut construire des murs. Les libéraux veulent faire comme si le problème n'existait pas. Aucune des deux approches ne fonctionnera. Parce que l'islam n'est pas qu'une religion. C'est une civilisation. Et les civilisations ne disparaissent pas. Ils évoluent. Le renouveau islamique en Autriche n'est pas seulement un phénomène local. C'est un microcosme de l'avenir de l'Europe. Et si l'Occident ne se réveille pas bientôt, la situation s'annonce très sanglante.
Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique autrichienne a passé la dernière décennie à prétendre que ce n'était pas le cas. Ils ont fait l'autruche alors que les chiffres racontent une autre histoire. Prenez le recensement de 2021, officiellement, la population musulmane d'Autriche s'élève à 8,3%, contre 4,2% en 2001. Mais ce ne sont que les chiffres admis par le gouvernement. Des démographes indépendants, comme le sociologue René Münz, basé à Vienne, estime que le chiffre réel est plus proche de 12% si l'on prend en compte les migrants sans papier, les convertis de la deuxième génération et les enfants de mariage mixte qui ne sont pas considérés comme musulmans dans les statistiques officielles. Cela représente près d'un Autrichien sur 8. Et à Vienne, la capitale, c'est déjà 1 sur 5. L'establishment politique autrichien n'a aucun plan pour cela. Aucun. L'OVP de centre droit, qui domine la politique autrichienne depuis des décennies, agit toujours comme s'il s'agissait d'un incident temporaire. Quelques milliers de réfugiés finiront par s'assimiler ou partir. Les sociodémocrates, quant à eux, sont tellement terrifiés à l'idée de s'aliéner leur base ouvrière qu'ils ont abandonné toute politique d'intégration cohérente, optant plutôt pour un multiculturalisme performatif qui ne fait rien pour résoudre les tensions structurelles. Et le FPE d'extrême droite ? Ils ont passé des années à crier à l'islamisation de l'Autriche, mais leur solution des déportations massives, l'interdiction du foulard et un retour à un passé chrétien mythique est à peu près aussi réaliste qu'une restauration des Habsbourg. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Le système politique autrichien repose sur le consensus. Pendant des décennies, les deux principaux partis l'OVP et le SPO ont gouverné ensemble au sein de grandes coalitions, aplanissant les divergences au nom de la stabilité. Mais cette stabilité a disparu. Les élections de 2019, au cours desquelles les Verts ont progressé et le FPE s'est effondré, ont montré que l'ancienne stratégie ne fonctionnait plus. L'électorat se divise. Le centre ne peut pas tenir. Et c'est dans ce vide qu'intervient l'islam, non pas comme un monolithe, mais comme une force politique que ni la gauche ni la droite ne savent comment gérer. Prenez l'Islam Gesetz 2020, la loi réglementant l'islam en Autriche. Sur le papier, il était censé protéger les musulmans autrichiens de l'influence étrangère en interdisant le financement étranger des mosquées et en exigeant que les imams soient formés en Autriche. En réalité, il s'agissait d'une tentative maladroite de contrôler une communauté qui échappait déjà à l'emprise de l'État. La loi s'est retournée contre elle. Au lieu d'intégrer l'islam dans la société autrichienne, il l'a poussé dans la clandestinité. Les mosquées qui avaient été enregistrées auprès de l'État ont tout simplement été radiées et ont désormais fonctionné comme des associations culturelles. Les imams formés en Autriche partent en Allemagne ou en Turquie, où les règles sont moins restrictives. Et la communauté musulmane, déjà méfiante à l'égard du gouvernement, le devint encore davantage. Aujourd'hui, l'OVP tente de sauver la situation avec une nouvelle initiative sur l'islam autrichien, menée par la controversée ministre de l'intégration Suzanne Rabe. L'idée est de créer une version de l'islam approuvée par l'État, qui mettrait l'accent sur les valeurs autrichiennes, comme l'égalité des sexes et la laïcité. Mais voilà, l'islam n'est pas un parti politique. Vous ne pouvez pas simplement le renommer comme une boisson gazeuse. L'État ne peut pas dicter la théologie. Et quand il essaie, cela ne fait qu'alimenter le ressentiment. La communauté musulmane n'est pas stupide. Ils voient cela pour ce que c'est, une tentative de récupérer leur foi à des fins politiques. Et plus le gouvernement insiste, plus certains musulmans réagiront. C'est là que les projections de scénarios deviennent laides. La classe politique autrichienne sombre dans une crise, et l'extrême droite est la seule à avoir un discours clair. Le FPE a déjà utilisé cette question comme une arme, présentant l'islam comme une menace existentielle pour l'identité autrichienne. Leur campagne électorale de 2023 a été une véritable masterclass en images de femmes voilées, de mosquées avec des minarets et de gros titres sur les « zones interdites » à Vienne. Cela a fonctionné. Le FPE obtient désormais 30% des voix dans les sondages, au coude à coude avec l'OVP. Et s'ils arrivent un jour au pouvoir, ils ne se contenteront pas de parler d'expulsion, ils essaieront de les mettre en œuvre. Mais voilà, même si le FPE ne prend jamais le pouvoir, le mal est déjà fait. La simple possibilité de leur ascension a contraint les partis dominants à adopter leur rhétorique. L'OVP, autrefois parti de la classe moyenne catholique,
parle désormais de « défendre les valeurs chrétiennes » d'une manière qui aurait été impensable il y a 10 ans. Le SPO, désespéré de reconquérir les électeurs de la classe ouvrière, a abandonné son internationalisme traditionnel au profit d'un nationalisme édulcoré. Et les Verts, le seul parti qui parle encore de l'intégration de manière positive, obtiennent un score de 10% dans les sondages. Le centre politique s'effondre et le vide est comblé par l'extrême droite et l'islam politique. Parlons de l'islam politique en Autriche. Ce n'est pas un mouvement unifié, mais il prend de l'ampleur. L'Union turco-islamique, liée au Diyanet turc, est la plus grande organisation islamique du pays, avec plus de 60 mosquées. Il y a ensuite la Fédération islamique, plus modérée mais toujours conservatrice. Et puis il y a les salafistes, une minorité petite mais bruyante que les services de renseignement autrichiens estiment à environ 1000 personnes. La plupart des musulmans autrichiens ne veulent rien avoir à faire avec l'extrémisme. Mais dans un climat d'islamophobie croissante, certains se tournent vers des interprétations plus conservatrices de l'islam comme une forme de résistance. C'est le paradoxe du renouveau islamique en Autriche. Plus l'État tente de contrôler l'islam, plus il se radicalise. Plus l'extrême droite diabolise les musulmans, plus certains musulmans considèrent leur foi comme une forme de défi. Et plus le centre politique ignore le problème, plus il s'envenime. L'Autriche est prise dans une boucle de rétroaction et il n'y a pas de solution facile pour s'en sortir. Alors que se passe-t-il ensuite ? Le scénario le plus probable est une crise lente. La population musulmane continuera de croître, non seulement grâce à l'immigration, mais aussi grâce à la conversion et à des taux de natalité plus élevés. Le système politique deviendra encore plus polarisé, avec l'extrême droite gagnant du terrain et les partis dominants oscillant entre accommodement et répression. Et la communauté islamique deviendra plus insulaire, plus résistante à l'intégration et plus sensible à l'influence étrangère qu'elle vienne de la Turquie, de l'Arabie Saoudite ou même de la Russie, qui finance discrètement des groupes d'extrême droite et d'extrême gauche en Europe pour déstabiliser le continent. Le pire des cas ? Une répétition des années 1930. Non pas dans le sens d'un nouvel holocauste, mais dans le sens d'un système politique s'effondrant sous le poids de ses propres contradictions. L'Autriche des années 1930 était un pays déchiré par des nationalismes concurrents, allemands, autrichiens et plus tard nazis. Aujourd'hui, il est déchiré par des récits civilisationnels concurrents européens, islamiques et chrétiens renaissants. La différence est que dans les années 1930, le conflit était entre idéologies. Aujourd'hui, c'est entre les identités. Et les identités, contrairement aux idéologies, ne sont pas facilement compromises. Le meilleur des cas ? Un nouveau type d'identité autrichienne émerge, fondé non pas sur l'appartenance ethnique ou la religion, mais sur des valeurs partagées. Mais cela nécessiterait un niveau de courage politique que les dirigeants autrichiens n'ont jusqu'à présent montré aucun signe de posséder. Cela reviendrait à reconnaître que l'islam est là pour rester, que les musulmans sont des Autrichiens et que l'avenir du pays dépend de leur intégration, non pas en tant que citoyens de seconde zone, mais en tant que partenaires égaux. Cela signifierait démanteler le discours de l'extrême droite, non pas en l'ignorant, mais en proposant une meilleure alternative. Et cela reviendrait à accepter que l'Autriche n'est plus un pays homogène, si elle l'a jamais été. Mais soyons réalistes, cela n'arrivera pas. Pas encore, en tout cas. La classe politique est trop investie dans les anciennes façons de faire. L'extrême droite est trop puissante. Et la communauté islamique est trop divisée. Donc, pour l'instant, l'Autriche va se débrouiller, passant de crise en crise, jusqu'à ce que quelque chose se brise. Et lorsque cela se produira, ce ne sera pas seulement le problème de l'Autriche. Ce sera celui de l'Europe. Parce que l'Autriche n'est pas une exception. C'est un avertissement. Les mêmes forces qui le déchirent montée de l'islamophobie, polarisation politique, effondrement du centre sont à l'œuvre sur tout le continent. L'Allemagne, la France, la Suède et les Pays-Bas sont tous confrontés aux mêmes défis, mais à des stades différents. L'Autriche n'est que le premier domino. Et si l'Europe ne se réveille pas bientôt, le reste s'effondrera.